Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le versement historique des archives des institutions publiques, dont notamment 3 institutions telles que l'Assemblée nationale, la présidence de la République, sans oublier les autres ministères. Et à Gaza, donc l'ONU alerte qu'un génocide est commis, donc le plus cruel de l'histoire du monde moderne en ce moment. C'était les titres place au développement à l'occasion du 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Eh bien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations au président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, en cette occasion de fête nationale. Eh bien, dans son message, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué donc de citer les liens de coopération, des relations de développement entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique, relations stratégiques, de partenariat économique, de développement également dans le domaine énergétique. Eh bien, ces relations excellentes sont le fruit d'une coopération, notamment en matière de défense, de sécurité. En conclusion, donc, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, réaffirme son attachement notamment à cette coopération entre les États-Unis d'Amérique, souhaitant une bonne fête nationale aux États-Unis d'Amérique à travers son président. Un message similaire a également été adressé à Mark Carney, Premier ministre du Canada. Autre message de félicitations, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu un message de félicitations du président Emmanuel Macron qu'il a fait parvenir au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la célébration de notre fête d'indépendance, exprimer ses chaleureuses félicitations au président, au peuple de Djibouti. Je suis heureux de vous adresser en mon nom personnel et en celui du peuple français mes vœux les plus sincères pour votre pays et pour l'ensemble des Djiboutiens. À ce propos, indiqué le président français M. Macron mit ensuite à profit ce télégramme pour se réjouir de la qualité des liens d'échange, de coopération entre les deux nations. La France et Djibouti entretiennent une relation dense et chaleureuse. L'étroitesse de notre coopération reflète dans le nombre et la qualité des projets que nous menons ensemble, a ainsi écrit le président français, pour qui l'année écoulée a permis aux deux pays de renforcer davantage les relations profondes d'amitié et de coopération entre eux. Le président français saisit par ailleurs l'occasion de ce télégramme pour faire état de sa satisfaction quant au renouvellement l'an dernier du traité de coopération en matière de défense qui unit nos deux pays, n'a pas manqué non plus de louer la série fructueuse de collaborations récentes entérinées entre les deux nations. Ensuite, le président Macron a salué l'engagement personnel du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en faveur de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique, avant de réitérer sa détermination à bâtir dans la durée une coopération toujours plus solide dans tous les domaines entre les deux pays et les deux peuples. Outre le président français, eh bien, le prince Albert II de Monaco, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président du Conseil de la République du Yémen, le président de la République de Corée, le président de la Mongolie viennent entre autres également faire parvenir au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh des messages, des télégrammes de félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la fête d'indépendance de notre pays. Je vous l'annonçais en début de journal, le département des archives nationales a accueilli hier matin une cérémonie solennelle marquant une étape majeure dans la préservation du patrimoine archivistique national sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Dilleta Mohamed Dilleta. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, le ministère du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale ont procédé à un versement coordonné et simultané de leurs archives définitives
aux archives nationales. Un geste symbolique ancré dans une vision stratégique, cette initiative inscrite dans le programme national de modernisation des archives publiques piloté par le ministère de la Jeunesse, de la Culture avec l'appui du secrétariat général du gouvernement traduit une ambition collective, bâtir une gouvernance transparente, moderniser l'administration et consolider la mémoire institutionnelle, comme l'a souligné le président de l'Assemblée nationale que vous entendrez dans ce journal. Des fonds d'archives d'une richesse exceptionnelle, l'Assemblée nationale a remis près de 800 textes législatifs, soit 60 boîtes couvrant donc les législatures de 1963 à 1973 de l'ancienne Chambre des députés, de la TFAI, délibérations, propositions, résolutions, arrêtés et questions parlementaires. Présidence de la République, 20 801 documents, soit 261 boîtes incluant correspondance officielle, délibération du Conseil des ministres et actes de session. Quant au ministère du Travail, une première vague d'archives définitives relatives aux agents de l'État reflétant l'évolution de la fonction publique de ces documents a été remis. Ces documents tirés, numérisés avec rigueur, constituent un héritage précieux pour les histoires des juristes et des citoyens. Vraiment de prendre la parole ici, dans ce lieu qui est vraiment imposant, solennel. Et c'est comme l'a souligné le directeur général, c'est la 4e fois que nous venons, mis à part les différents ateliers auxquels nous avons pu prendre part, afin de travailler et de remémorer ces archives, ce devoir de mémoire que nous avons, ce devoir de mémoire que nous devons commémorer. Et à chaque fois que nous venons ici, nous rappelons l'importance de notre patrimoine. Quand on parle des archives, on fait souvent allusion à des vieux papiers qui sont perdus dans les recoins de l'administration, mais on oublie simplement que ces archives, ce sont le fruit et c'est le travail de tous ceux et de toutes celles qui nous ont précédés. C'est aussi notre travail et nous devons de préserver ce patrimoine pour pouvoir le transférer demain aux générations futures. Et dans leurs interventions respectives, le ministre du Travail ainsi que le ministre du Commerce, assurant l'intérim de la jeunesse et de la culture, a insisté sur la nécessité de promouvoir une culture d'archivage moderne. Avec fierté que nous procédons aujourd'hui au versement définitif des archives de la direction de l'administration publique du ministère du Travail aux archives nationales. Ces versements témoignent de notre volonté de constituer et de préserver un véritable patrimoine administratif. La mémoire des anciens serviteurs de l'État mérite d'être honorée, conservée et transmise. Cette initiative s'inscrit dans les dynamiques portées par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de faire de la digitalisation de l'administration une priorité. Ainsi, mon département est fier de s'inscrire dans cette dynamique de transformation numérique et de contribuer à la structuration d'un patrimoine documentaire national fiable et accessible au service des générations présentes et futures. Je tiens, avant de conclure, à remercier chaleureusement tous les agents de tous bords qui ont pu contribuer à cette belle initiative. Ensemble, nous faisons de la modernisation administrative une réalité. C'est avec une grande satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui à la Bibliothèque nationale pour marquer la réception officielle de plusieurs versements importants d'archives définitives. Nous accueillons aujourd'hui le 4e lot d'archives définitives de la présidence de la République et au passage, je félicite le secrétaire général du gouvernement qui ne cesse vraiment de fournir des efforts louables par rapport à ces thématiques. Le 2e lot d'archives définitives de l'Assemblée nationale et le 1er lot d'archives définitives du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale.
Ces versements constituent un acte fort et concret au profit de la préservation de notre mémoire institutionnelle. Il reflète l'engagement de ces institutions à respecter les principes de bonne gouvernance, de transparence et de valorisation du patrimoine administratif. Je tiens à féliciter vivement les équipes des départements concernés, à savoir l'Assemblée nationale, le secrétaire général de la présidence, mais également le ministère du Travail, car ils participent activement à la construction d'une mémoire nationale fiable, consultable et utile aux générations actuelles et aux futures. Quant au président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Dileta, il a salué cette démarche de transparence et de transmission historique, soulignant son rôle dans le renforcement de l'état de droit. Responsabilité et un sens des devoirs du mémoire que nous nous réunissons aujourd'hui pour procéder au versement simultané des archives de plusieurs institutions clés au sein de l'Archive nationale. Lieu de mémoire, de conservation et de valorisation de notre patrimoine. Ces moments symboliques constituent bien plus qu'un simple acte administratif. Il incarne la tradition concrète de nos ambitions, celle de bâtir une gouvernance moderne, rigoureuse et ancrée dans le respect de notre mémoire collective. En cette journée, l'Assemblée nationale, la présidence de la République et le ministère du Travail accomplissent un geste fort, un geste de transparence, de transmission et de fidélité pour notre histoire. Ce versement collectif, coordonné et encadré, s'inscrit dans le sillage du programme national des modernisations des archives publiques, piloté par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec l'appui méthodologique et technique du secrétariat général du gouvernement. Pour l'Assemblée nationale, ce sont près de 800 textes législatifs, soit une soixantaine de boîtes, couvrant 2 législatures de 2 années d'activité parlementaire, couvrant des années 50 ou 60 des siècles derniers, c'est-à-dire les 6e et 7e législatures de la Chambre des députés du TFAI, qui ont été traitées, triées et numérisées avec soin par les personnels de la direction, de la documentation et l'expertise technique de l'Assemblée nationale. Ce deuxième lot comprend les textes de délibération, des propositions, des résolutions, des recommandations, d'arrêtés, de vœux et des questions écrites et orales réalisées par la Chambre des députés dans les années 1963 jusqu'à 1973. Cet ensemble de textes héritage précieux pour les générations à venir, autant que pour les juristes que pour les historiens actuels, constitue une contribution majeure pour le patrimoine linguistique de la République. Concernant la présidence, je ne suis pas très bien placé pour dire, mais ça concerne plus de 20 801 documents répartis en 261 boîtes qui sont désormais confiées aux archives nationales. Le ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf a remis des attestations aux membres des bureaux des affaires des pèlerins, une reconnaissance du travail accompli lors du Hajj de cette année 2025. Présidée par le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, Moumin Hassan Barré, cette cérémonie a réuni l'ensemble des membres de la délégation officielle du Hajj, les responsables administratifs ainsi que des invités de marque. Chaque membre du bureau a reçu une attestation de reconnaissance officielle, témoignage de la gratitude du ministère pour leur contribution exemplaire à l'organisation du pèlerinage. La cérémonie s'est conclue par un déjeuner donné en leur honneur. À titre de rappel, 1400 pèlerins djiboutiens ont accompli cette année les rites du Hajj sous la supervision de la délégation officielle du Hajj mandatée par le ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf. Leur bonne organisation a largement contribué au succès de cette édition. Le directeur des Affaires musulmanes et le président de la délégation officielle de ce Hajj 2025, Ismaël Hassan, a exprimé sa profonde gratitude envers le ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf pour les efforts soutenus et appui constant accordés aux membres du bureau des affaires des pèlerins djiboutiens.
Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a salué le travail remarquable accompli par les membres du bureau, soulignant leur rôle essentiel dans l'accomplissement, l'encadrement, le bon déroulement du pèlerinage pour les fidèles djiboutiens de la Mecque à Médine, ainsi que sur les sites sacrés de Mina, Arafat et Muzdalifa. Vous avez su faire preuve de rigueur, a-t-il indiqué, de patience et d'un grand sens des responsabilités. Le succès du Hajj de cette année est le fruit de votre dévouement, a déclaré le ministre. Vous avez été au service de la nation, au service des pèlerins, avec foi, abnégation. Recevez notre gratitude et nos sincères remerciements. Une cérémonie de clôture d'une formation essentielle sur les systèmes photovoltaïques. L'événement, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, en présence de l'ambassadeur de Turquie, a également rassemblé le coordinateur de la TICA, l'agence turque de coopération et de coordination, ainsi que des représentants de haut niveau du MENFOP. Cette formation cruciale pour le développement des compétences locales en matière d'énergie renouvelable a profité à une trentaine de formateurs issus de l'enseignement professionnel, animés par 2 experts turcs de renommée internationale. Elle avait pour objectif de fournir aux participants des connaissances nécessaires pour enseigner l'installation, la maintenance, le dépannage des systèmes photovoltaïques. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à préparer un avenir énergétique durable à Djibouti. Co-organisée par la TICA, la Direction générale de la formation professionnelle, l'Inspection générale, la pédagogie du MENFOP, cette formation illustre l'excellence de la coopération entre la Turquie et Djibouti dans le secteur de la formation technique et professionnelle. Lors de cette cérémonie de remise d'attestation, ils ont été remis aux participants, reconnaissant leur assiduité et leur détermination. En s'exprimant à cette occasion, tant le secrétaire général du MENFOP que l'ambassadeur de Turquie, ils ont souligné l'importance que revêt cette initiative. Aujourd'hui, comme vous le savez, notre système de formation professionnelle est en pleine transformation. Nous avons des objectifs importants pour former le jeune djiboutien à des formations qui peuvent leur permettre de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Et ces formations en énergie photovoltaïque, comme son Excellence Monsieur l'Ambassadeur l'a bien souligné, ce sont des formations aussi d'avenir. Nous avons de belles perspectives à explorer dans ces métiers des énergies renouvelables de manière générale, mais plus spécifiquement l'énergie photovoltaïque. Nous avons un pays où le soleil brille 365 jours sur 365 jours. C'est une exception et c'est une richesse qu'il faut qu'on exploite. Et vous serez peut-être parmi les gens pionniers qui vont promouvoir et développer cette énergie renouvelable. Donc on compte beaucoup sur vous. Je voudrais vraiment que vous mettiez toute la passion et tout l'engagement nécessaire pour que vous formiez nos jeunes à ces métiers-là et que les sortants de cette formation soient des sortants avec des compétences avérées. Encore une fois, merci à la TICA, merci à la République de Turquie, à son ambassadeur ici présent qui nous accompagne. Et merci à vous et je vous souhaite bon courage. En tant que TICA, nous accordons la priorité non seulement aux infrastructures, mais aussi aux projets fondés sur le développement des ressources humaines, la transmission de savoir-faire et une vision partagée. Ce programme de formation illustrait parfaitement cette approche. Je tiens à remercier Monsieur l'Ambassadeur, tout particulièrement le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti, nos précieux formateurs turcs qui ont dirigé le processus éducatif, ainsi que tous les partenariats impliqués dans l'aspect logistique et technique du projet.
Le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé a accueilli jeudi une cérémonie officielle de remise d'attestation aux 32 formateurs nouvellement certifiés en gestion de coopératives agricoles dans le domaine du projet d'appui aux filières agricoles résilientes mis en œuvre par le MAEP-RH avec l'appui de la Banque mondiale. Organisé en partenariat avec la Société financière internationale à travers le programme Agrobusiness Leadership, cette formation intensive de 25 jours visait à doter le pays d'un vivier national de compétences techniques capables d'accompagner la structuration, la gouvernance des coopératives agricoles, maillon central de l'économie rurale. Les 32 lauréats sélectionnés parmi les 36 participants issus de divers horizons tels que l'université, des encadreurs techniques, représentants d'organisations paysannes ont été formés aux fondamentaux de la gouvernance démocratique, de la gestion entrepreneuriale, de la planification stratégique et de la comptabilité coopérative. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie phare visant à appuyer le développement de pôles de croissance agricole dans les zones d'Aouda, Mouloud, Grand Bara, Holhol et PK25 avec des investissements dans les infrastructures rurales, l'appui aux investisseurs agroalimentaires et le renforcement des chaînes de valeur prioritaires. En 2012, les Nations Unies proclamaient encore, comme je l'ai dit, pour la première fois, une année internationale des coopératives. Aujourd'hui, en 2025, les Nations Unies ont proclamé 2025 comme année internationale des coopératives, pour une deuxième fois en si peu de temps. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent parce que les Nations Unies voulaient donner la preuve que les coopératives, ce n'est pas une mode passagère. Elles représentent une réponse structurante et durable, inclusive à certains des plus grands défis du monde contemporain. Lutter contre la pauvreté rurale, créer des emplois décents, renforcer la sécurité alimentaire, encourager l'entrepreneuriat coopératif. C'est ce que les coopératives nous permettent de faire. Dans de nombreux pays africains, les coopératives ont permis de transformer spectaculairement l'agriculture. Dans son intervention, le directeur général du CLE, Cheikh Mohamed, a souligné l'importance stratégique de cette formation dans le renforcement des compétences locales. Le programme qui vient de s'achever s'inscrit dans le cadre du projet phare. Ce projet, grâce à l'appui de la Banque mondiale, de l'AFC, d'ailleurs j'aimerais remercier l'AFC, la Banque mondiale, parce que ce programme n'était pas prévu dans le projet. Ils l'ont rajouté parce qu'ils croient, comme nous, au potentiel de Djibouti. Et donc, ils nous l'ont offert, ils ont financé. Et j'aimerais vraiment témoigner une mention spéciale à cet élan. Dans les mois à venir, le CLE donc, va poursuivre ses actions, bien entendu, aux côtés du ministère, aux côtés de ses partenaires, pour que ce qui a été aujourd'hui réalisé se traduise concrètement sur le terrain. Donc dans l'accompagnement des coopératives et également à favoriser l'esprit entrepreneurial dans le monde rural. Ce travail que nous allons réaliser ensemble, c'est la traduction de l'ambition du gouvernement. Ce projet phare, qui est très important, vise à renforcer la compétitivité et la résilience des chaînes de valeur agroalimentaires.
Dans son discours, le coordinateur adjoint de l'unité de gestion du projet phare, directeur technique du projet, a indiqué que cette formation ne marque pas seulement la fin d'un cycle pédagogique, elle inaugure une dynamique de transformation structurelle de notre agriculture. Le projet phare porte une ambition claire, bâtir une économie rurale durable, inclusive et compétitive au service des femmes, des jeunes et des communautés agro-pastorales en général. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, chers formateurs certifiés, chers lauréats, nous connaissons tous les défis. Moins de 3% des PIB provient du secteur agricole. Près de 90% de nos besoins alimentaires sont couverts par des importations. Nos zones rurales demeurent trop souvent à l'écart des développements économiques. Mais ce constat, aussi sévère soit-il, ne saurait résumer toute la réalité, car Djibouti dispose d'atouts réels, des terres exploitables, un savoir-faire pastoral transmis de génération en génération, une jeunesse ambitieuse et surtout une volonté politique affirmée d'atteindre la souveraineté alimentaire. Le projet phare est conçu pour transformer ces potentielles opportunités concrètes en misant sur l'intelligence collective, l'organisation économique des filières et le renforcement du capital humain. Il vise à améliorer les infrastructures rurales, l'accès au financement, l'appui aux investissements et surtout la structuration des coopératives agricoles solides, bien gouvernées et économiquement viables. C'est précisément dans ce cadre qu'est inscrite l'initiative que nous célébrons aujourd'hui, la formation d'un vivier national des formateurs spécialisés en gestion des coopératives. Pourquoi cette formation? Pourquoi maintenant? Parce que notre agriculture ne peut plus rester dans l'informel, à l'isolement ou à la précarité. Parce que les coopératives agricoles, si elles sont bien encadrées, représentent un levier puissant. Elles permettent de mutualiser les ressources, d'accéder au crédit, de mieux négocier les prix, de transformer les produits localement et de renforcer la solidarité économique au milieu rural. Mais pour réussir, elles ont besoin d'un accompagnement compétent, engagé et ancré dans les terrains. Pour sa part, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, Ali Delouaès, a souhaité que cette première cohorte de formateurs certifiés devienne un levier concret de transformation des zones rurales. L'agriculture est confrontée à des défis majeurs. Une structuration encore insuffisante des filières, un accès limité au financement, des infrastructures incomplètes, des inégalités persistantes pour les femmes et une forte dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Mais à ces défis s'opposent de formidables opportunités. Des terres cultivables encore inexploitées, un potentiel important dans l'élevage, une demande croissante pour les produits locaux et des innovations technologiques à portée de main. Face à cette réalité, notre réponse est claire. Professionnaliser, structurer, accompagner. Chers invités, notre pays engage un tournant stratégique. Après des décennies marquées par une agriculture de subsistance, nous bâtissons aujourd'hui les fondations d'un secteur agroalimentaire structuré, compétitif et résilient. Le projet phare, comme le projet PEJAC, porté par le ministère de l'Agriculture avec l'appui de nos partenaires, la Banque mondiale, la Banque africaine, la Banque africaine de développement, le FIDA, pour ne citer que, porte cette ambition de transformation. Mais nous le savons tous, rien ne sera possible sans les hommes et les femmes qui font vivre notre agriculture. À l'occasion de la journée mondiale sans plastique, l'agence Sovereign Carbone a organisé une journée de sensibilisation au casino de Haramous et au Cash Center. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de mobilisation collective afin de réduire l'utilisation des plastiques à usage unique et promouvoir des alternatives durables. En partenariat avec l'établissement Koubej, cette initiative vise à éveiller les consciences sur les dangers environnementaux liés à la pollution plastique.
Marché Casino Aramous et Cachanteur du groupe Koubèche se sont unis pour sensibiliser nos clients et encourager des gestes simples en faveur de l'environnement. Et donc aujourd'hui, à la place des sacs plastiques jetables distribués habituellement, nous offrons à tous nos clients dès 5 000 francs d'achat le sac Terre et Vert qui est un sac cabas durable, pratique et surtout réutilisable. Et grâce à notre partenaire Sogreen que nous remercions. Et suivant cette fois cette réaction de la coordinatrice du programme, Mme Koran Abdijama. À l'occasion de la journée mondiale sans plastique, s'associe avec Casino et Cash Center pour la distribution donc, de sacs en craft. Ce sont des sacs réutilisables, ce sont des sacs écologiques. Aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment de pouvoir sensibiliser une majeure partie des consommateurs à essayer de modifier leur mode de consommation en leur proposant aujourd'hui un choix d'aller vers des gestes plus éco-responsables. Aujourd'hui, la gestion des déchets est vraiment une composante importante de la transition écologique et énergétique de Djibouti. C'est l'une des prérogatives avec donc, le ministère de l'Environnement et du Développement durable que nous essayons de mettre en place sur le long terme à Djibouti. Et ça passe par le changement de comportement face aux déchets plastiques. Et nous allons à Arta pour le lancement d'un atelier de consultation dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale. Placée sous le parrainage du préfet de la région, Hassan Dabalé, cette rencontre s'est tenue en présence du président du conseil régional Ilmi Bouh, du conseiller technique du ministère de l'Intérieur, du directeur général du CITID, ainsi que de représentants du PNUD. Plus d'une cinquantaine d'acteurs locaux issus des secteurs publics, privés, de la société civile d'Arta ont activement pris part à cet atelier de consultation. Cette démarche participative s'inscrit dans la vision de Djibouti 2035. Elle repose sur un processus rigoureux lancé en 2021 par le ministère de l'Intérieur avec l'appui du PNUD, du CETID. Ce programme comprend notamment une enquête nationale de perception de plusieurs consultations sectorielles menées auprès des institutions publiques, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement. Pour plus de précision, nous vous proposons de suivre le mot du préfet. C'est avec un réel intérêt et beaucoup de plaisir que je prends part à cette consultation dédiée à la vulgarisation de la cohésion sociale parrainée par le ministère de l'Intérieur au niveau des régions dont Arta a eu l'honneur d'abriter aujourd'hui et qui est à considérer comme une suite logique d'une série d'assises qui se sont tenues dans la capitale. De prime abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à la délégation de haut niveau composée de partenaires techniques porteurs du projet ainsi que les personnes ressources intervenantes en charge de l'animation, modération du débat qui s'en suivra dans cette enceinte aujourd'hui. En effet, nous devons reconnaître sans ambiguïté que la cohésion sociale est un enjeu majeur pour le développement, car elle constitue le ciment d'une société harmonieuse et prospère. À cet égard, compte tenu du rôle prépondérant et essentiel qu'elle est tenue à jouer pour garantir le bien-être de tous les membres de la société, minimiser les disparités et éviter la marginalisation, cela nécessite une action politique efficace, coordonnée et conjointe pour concrétiser cette ambition. C'est pourquoi il est primordial à ce que les échanges que je souhaite proactifs et constructifs soient focalisés sur les défis majeurs et enjeux centraux axés sur le fondement de la cohésion afin d'aligner les initiatives pour une meilleure responsabilité publique, soucieuse d'agir pour renforcer la résilience communautaire comme vecteur promotionnel de lutte contre les inégalités. Adikil, cette fois avec cette cérémonie de lancement du projet lauréat du Grand Prix du chef de l'État sous le patronage du ministère de la Femme et de la Famille. Ce projet porté par l'association Moudan s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation des femmes et de lutte contre les effets du changement climatique dans la région de Dikil.
Dans un contexte marqué par la dégradation progressive des ressources naturelles, la désertification, l'irrégularité des pluies, le projet met en lumière le rôle central que peuvent jouer les femmes dans la préservation de l'environnement à travers des activités telles que la plantation d'arbres adaptés au climat local, la création d'espaces verts communautaires, la sensibilisation de l'éco-citoyenneté, la promotion pratique durable. Le projet vise également à renforcer la résilience des communautés rurales tout en valorisant les compétences féminines. Cette séance a également été marquée par une présentation du projet, de ses objectifs suivis d'une première activité symbolique, une opération de plantation d'arbres illustrant la volonté d'agir rapidement et concrètement sur le terrain. Cette activité collective a permis d'impliquer les participants dans un geste fort. Du projet lauréat du Grand Prix des chefs de l'État 2025. Porté avec fierté par notre association Moudan, votre présence nombreuse et chaleureuse témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à l'engagement des femmes et des organisations communautaires dans la protection de notre environnement et le renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique. En premier lieu, je tiens à adresser au nom de l'association Moudan et en mon nom personnel nos remerciements les plus sincères à son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour avoir honoré notre association en nous décernant de ses propres mains le Grand Prix du chef de l'État 2025. Je remercie tout particulièrement la Première Dame et Présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahamoud Haït, pour son engagement constant en faveur de la promotion des femmes et son appui aux initiatives portées par les associations féminines à travers tous les pays. Je tiens également à exprimer mes salutations les plus respectueuses et mes remerciements les plus chaleureux à Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Nos vifs remerciements vont également au préfet de la région de Dikil et le président du conseil régional. Quant au préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdirobli, il a salué cette initiative comme un exemple concret de réponse locale aux défis globaux portés par l'engagement de ces femmes. Ce projet, a-t-il indiqué, représente une avancée majeure dans la reconnaissance du rôle des femmes comme actrices du changement et porte ambition de faire de Dikil un modèle régional d'action climatique inclusif et participatif. Eh bien, donc, de là, nous passons à ce qui donc domine les actualités régionales et internationales. Eh bien, Israël commet l'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne à Gaza. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a accusé Israël de mener l'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne à Gaza, affirmant que la bande de Gaza est devenue un laboratoire d'expérimentation d'armes en absence de protection internationale effective pour les Palestiniens. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme, elle a estimé que le nombre de victimes dépasse les 200 000 tués ou blessés, tout en soulignant que les experts de santé considèrent ce chiffre comme largement sous-estimé. Elle a qualifié la situation dans les territoires palestiniens d'apocalyptique. Elle a appelé à un embargo international sur les armes à destination d'Israël, ainsi qu'à la suspension immédiate de toute relation commerciale d'investissement. Elle a également dénoncé le mécanisme humanitaire israélien à Gaza, le qualifiant de piège mortel, responsable de centaines de morts, et a critiqué les profits colossaux réalisés par les fabricants d'armes qui ont alimenté la guerre, notant 85 000 tonnes d'explosifs, soit 6 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, ont été larguées sur Gaza. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.